Bonjour, bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Bienvenue à ceux qui sont sur place et à ceux qui sont en ligne. Aujourd'hui, on va parler d'impact, un sujet très à la mode qui a connu une grande visibilité par les derniers mois et qui concerne évidemment chacun d'entre nous en tant que citoyen et chaque entreprise, qu'elle soit à impact dans son modèle, dans sa raison d'être, ou sur un modèle plus traditionnel, puisque les sujets d'impact s'invitent dans n'importe quelle économie et dans n'importe quel secteur. Aujourd'hui, pour vous donner des clés d'action, je suis avec Noël Boza, fondateur de Zeil, et Sophie Barniaud, responsable du développement durable d'Aviva, qui vont pouvoir vous donner quelques clés de compréhension et surtout d'action sur ce sujet majeur. Peut-être pour commencer tout simplement, je vais vous demander de vous présenter. On va commencer du coup, si j'ai bien compris, par Noël. Vous présenter et puis nous dire, à votre sens, qu'est-ce que l'impact ? Oui, alors bonjour à tous et merci d'être là. Pour me présenter très rapidement, je suis Noël Boza, le fondateur d'une start-up qui s'appelle Zeil, qui est une plateforme digitale qui utilise la tech pour accélérer et démocratiser les transformations des modèles vers de l'impact positif, environnemental et social. Donc très concrètement, on a développé une technologie qui va identifier dès l'inscription d'une entreprise tous les critères RSE, mais aussi de transformation des modèles adaptés à tous les cœurs de métier, qu'on soit le petit boulanger du coin jusqu'à la grande banque internationale, pour les aider à bien comprendre quels sont leurs enjeux, vers quoi transformer leur modèle, et derrière piloter, progresser sur la plateforme et surtout le communiquer derrière sur des vitrines digitales qui fonctionnent un petit peu comme un Glassdoor ou un Yuka de la RSE pour enfin pouvoir communiquer ce que je fais auprès de mes parties prenantes, que ce soit les clients, les consommateurs, les talents, les salariés et pourquoi pas les investisseurs, parce que c'est aussi un thème de plus en plus important. Et donc pour ma petite définition de l'impact, parce qu'il n'y a pas de définition encore universelle de l'impact alors que la RSE c'est déjà le cas, on distingue bien, dans notre cas, la RSE et l'impact. Alors, désolé s'il y a des responsables RSE ici, mais on va appeler ça la RSE à la papa, qui était la RSE d'il y a 20 ans. À la maman, avec moi. À la maman, pour être paritaire. La RSE, c'est plutôt la transformation du système de production. Consommer moins d'énergie, passer par des transports bas carbone, consommer moins d'eau, trier ses déchets. Ce n'est pas une transformation du produit et du service. Et à l'inverse, l'impact, c'est repenser son modèle, transformer son produit et son service pour que ce produit ait de moins en moins d'impact négatif et surtout de plus en plus d'impact positif. Et ça, c'est un terme qui est assez nouveau, l'impact. Il y a beaucoup de startups qui se lancent, qui sont des startups à impact et dont la particularité, c'est de proposer une nouvelle technologie, un nouveau produit ou service pour aider le reste de la société à se transformer. Et on va le voir qu'il y a une grande différence entre RSE et impact aussi dans l'impact que ça peut avoir sur les parties prenantes. Parce que la RSE, c'est indispensable, mais ce n'est pas ça aujourd'hui qui va vous faire gagner des clients, permettre d'attirer les talents, les motiver. Il faut surtout le compléter par de l'impact, donc la transformation des modèles. Merci Noël, et je vois Sophie qui est aussi du chef. Dis-nous en plus, Sophie. Alors, je voulais déjà demander à Noël s'il ne voulait pas nous en dire un peu plus sur qui il était lui. Parce que tu nous as parlé de ta boîte et comme moi je vais être super bavarde sur moi, j'aimerais bien que tu en dises aussi un peu sur toi. Alors moi j'ai un petit peu moins d'historique. Oui, je suis plus vieille, je confirme. C'était dit plus gentiment. Mais donc je suis un entrepreneur de 29 ans, j'ai lancé Zeil à la sortie de mes études. À l'époque, j'étais un peu tout seul et j'ai eu beaucoup de chance petit à petit de trouver les bonnes personnes, l'équipe pour monter l'entreprise. Donc depuis longtemps, je suis passionné par les sciences, ce qui m'a permis de comprendre d'un côté à quel point c'était urgent d'agir, notamment pour l'environnement et les inégalités. Et ça m'a permis aussi d'appliquer à la start-up, à Zeil, une approche un peu scientifique, une itération scientifique pour essayer de comprendre quel était le problème et comment est-ce qu'on pouvait réussir à le résoudre. Super. Je te remercie beaucoup. Donc moi je suis Sophie Barniaud, alors j'ai l'air de l'embêter, de le titiller un petit peu, mais c'est l'avantage de l'expérience et de l'âge aussi, c'est que face à des plus jeunes, on est un peu plus à l'aise. Donc je suis Sophie Barniaud, je suis responsable développement durable de Aviva France, qui est un assureur. Je connais pas beaucoup, mais un petit peu quand même Noël Boza pour l'avoir croisé au moins une fois. Et puis je me dois de le dire aussi aujourd'hui en commençant, certaines personnes dans mon équipe et aux achats sont en train de mettre en place un contrat de prestat pour un projet pilote qu'on a chez Aviva France. Donc c'est pas pour ça que je suis là, parce que je remplace quelqu'un qui devait être là
Donc ça n'explique pas tout, mais enfin pour être claire et transparente, puisque c'est aussi un sujet de transparence que de parler d'impact et de RSE. En quelques mots, avant de vous parler d'Aviva France, moi j'ai un parcours très divers. Les gens qui sont attentifs au parcours riche trouvent que j'ai un parcours riche et les autres trouvent que mon CV c'est un gros bordel. J'ai travaillé à la fois dans le milieu associatif, j'ai travaillé en cabinet ministériel, j'ai travaillé au Parlement avec un député. J'ai travaillé dans une usine Valeo aux achats, j'ai fait du commercial, j'ai fait de la com, enfin bref, j'ai fait plein de métiers. Donc je connais assez bien l'écosystème, on va dire 360, qui touche les sujets de l'impact, les sujets de la RSE et les sujets des indicateurs d'impact, puisque par définition, on va essayer de vous le montrer, ça s'adresse à tout le monde ce sujet-là, et c'est pas que un sujet soit de start-up connectées, soit de grosses entreprises. Aviva France, c'est un assureur. Alors jusqu'à il y a une semaine, c'était une filiale d'un groupe anglais qui s'appelle Aviva, et depuis une semaine, c'est une filiale d'un groupe français mutualiste qui s'appelle AEMA, qui est la Massif et la mutuelle Aesio. Donc on est passé d'un groupe anglais coté à un mutualiste français. En termes de développement durable, on est plutôt pas mal. On a 3 millions de clients en France, essentiellement des clients particuliers, mais aussi professionnels, TPE, PME. Et on sert de l'assurance dommage, c'est-à-dire de l'assurance habitation, automobile, classique, mais aussi de l'assurance vie pour faire de l'épargne et de la retraite. Voilà. Et on est un petit acteur, nous tout seuls, en France, puisqu'on est à un peu moins de 4300 collaborateurs, plus un réseau d'agents généraux qui sont des entrepreneurs indépendants d'environ 1000 agents. Donc on est une boîte moyenne et on rejoint grâce au groupe AEMA la 5e place des assureurs en France grâce à cette fusion. Pour moi, la définition de l'impact, alors je travaille donc dans une société de services qui est aussi un investisseur dont Noël parlait tout à l'heure. Pour moi, l'impact, c'est, et je ne l'invente pas parce que c'est une organisation, un think tank qui s'appelle Finance for Tomorrow, qui est un think tank, une association de place, comme on dit, qui travaille avec les banques et les assureurs en France et en Europe pour aller plus loin sur le thème de la finance durable et responsable. Et pour cette organisation, l'impact, c'est la stratégie d'une entreprise. Alors je prends mes notes pour ne pas dévier leur message. Pour accélérer la transition juste et durable de l'économie réelle en apportant la preuve de ses effets bénéfiques. Et puis alors après, on parle du principe d'intentionnalité, d'additionnalité et de la mesure d'impact. Ça, c'est un peu plus technique, mais en gros, on va vous expliquer de façon plus concrète ce que ça veut dire. Merci Noël, merci Sophie. Pour mettre un peu en perspective ce sujet dont on a compris qu'il vous était cher, peut-être pour commencer par Noël encore une fois, sur ta vision de l'écosystème, parce que vos panels de clients, c'est différentes tailles d'entreprises et vous êtes bien placé pour avoir ce baromètre de à quel point l'impact s'invite dans l'entreprise. Comment tu vois les choses évoluer ces derniers temps et surtout avec quelle perspective ? Alors, l'impact, encore une fois, c'est très récent. Il y a même 10 ans, on ne parlait pas du tout d'impact. On parlait beaucoup encore de RSE. Et un peu avant encore, on était principalement sur le social. Depuis peu, les entreprises basculent plutôt dans l'environnement parce qu'on commence à sentir les effets. On voit que ça craint partout. Donc, bien sûr, que c'est pas... Voilà, on sent l'urgence arriver. Et les entreprises, de plus en plus, se mettent à se transformer. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans l'entreprise, il y a des collaborateurs, il y a des salariés qui se sentent à titre personnel sensibles pour ces enjeux-là. Mais il y a surtout des arguments très concrets, très terre-à-terre, très stratégiques côté des marques et des entreprises pour les aider à se transformer. Pour moi, je vois vraiment 3 grands volets dans ces intérêts qu'a une entreprise à se transformer. Il y a déjà un intérêt commercial. Une étude de BPI France, d'ailleurs, de 2018, a montré que plus de 8 Français sur 10 ont déjà transformé leur consommation pour consommer avec impact. Donc ils consommaient des produits basiques et ils se sont mis à transformer. Pas toute leur consommation, mais en tout cas une partie. Donc côté consommateur, il y a déjà un gros argument, c'est plus de 8 Français sur 10. Côté des grands groupes, c'est plus de la moitié qui intègrent maintenant la RSE et l'impact dans leur choix des fournisseurs et des prestataires. Et de plus en plus, les grands groupes vont aller même forcer un petit peu leurs fournisseurs à se transformer s'ils veulent continuer à travailler avec eux. Donc il y a déjà un intérêt commercial, mais il y a aussi un intérêt marque employeur et RH. C'est plus de 2/3 des jeunes qui ne veulent pas travailler pour une entreprise qui n'a pas un impact positif. Étude de LinkedIn de 2018, donc ça fait 3 ans, et ça s'est sûrement encore accéléré. Donc même pour recruter des talents, il va falloir
qu'on commence à penser à se transformer. Même si on n'est pas parfait, donner un objectif, montrer un projet, ça va attirer des gens qui vont vouloir en quelque sorte y contribuer, y participer. Il y a d'autres études, alors les chiffres sont un peu plus divers, qui montrent que maintenant l'impact et le sens dans son job est presque au même niveau que le salaire dans la motivation des collaborateurs. Et un salarié non motivé coûte 13 000 € par an, en gros, à une entreprise. Donc il y a aussi un intérêt RH, commercial, économique. Et le dernier intérêt, mais je pense que tu vas pouvoir en parler un peu mieux, c'est attirer des investisseurs. On le voit aujourd'hui, beaucoup de scale-up françaises, beaucoup de licornes sont des entreprises à impact. Vestiaire Collective, Insect, Back Market. Parce que les investisseurs dont les critères d'impact sont justement là où je vais allouer les actifs financiers, pensent à ça et veulent transiter vers de l'investissement à impact. Donc c'est plus une question de choix, sauver les ours polaires, c'est vraiment une question de survie de l'entreprise à 10, 20 et 30 ans. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à se transformer aujourd'hui. Certaines ne l'ont malheureusement pas encore compris. Mais bon, c'est un peu le but aussi de cette conférence, c'est d'essayer de convaincre qu'on n'a plus trop le choix. C'est ça, ouais. Je te laisse pas faire la transition, je la fais toute seule. Je pense qu'elle est assez logique. Noël, effectivement, nous parle de la performance des entreprises par le prisme de l'impact, ce qui est très intéressant parce que, évidemment, les externalités sociales et environnementales, on en parle beaucoup, mais c'est vrai que c'est une question de performance avant tout. C'est aussi pour ça que ça touche toutes les entreprises. Dans ton parcours, du coup, Sophie, c'est vrai que tu avais eu différents types de structures à différents postes. Ça amène aussi le sujet de la gouvernance de ces sujets-là qui a évolué. Quelle est ta vision de l'évolution du sujet au sein de l'entreprise ? Alors, je vais d'abord rebondir sur deux petites choses que Noël a dites. Effectivement, la notion de l'impact dans l'écosystème de la RSE, on va dire donc les gens qui s'en occupent ou qui ont envie de s'en occuper ou qui sont sensibles à ce genre de choses, c'est effectivement assez récent. En revanche, il y a 5-10 ans, quand ce n'était pas encore trop dans le spectre de la RSE, on en parlait beaucoup du côté des associations. Moi, j'ai fait du conseil en mécénat, j'ai travaillé pour des associations, j'ai fait de la recherche de fonds, des choses comme ça. Et déjà, à l'époque, les mécènes qui n'étaient pas du tout d'accord pour dire que le mécénat, c'était de la RSE, alors qu'aujourd'hui, la question ne se pose même pas, ça fait partie d'un écosystème et d'un process qui fait partie de la RSE. Et à l'époque, on disait le mécénat, c'est bien de donner de l'argent, de donner des compétences et tout, mais c'est quoi les indicateurs de l'impact ? Et à l'époque, les associations étaient vent debout en mode oh là là, mais nous ne demandez pas d'avoir des critères parce que on n'a pas toujours le temps et l'argent. Et aujourd'hui, les mécènes donnent de l'argent, entre guillemets, je schématise, pour faire des actions dans l'association, mais ils vont aussi allouer une partie de l'argent, quitte à en donner un peu plus, pour leur permettre d'aller calculer les indicateurs, parce que c'est un travail à part entière. Donc c'est quelque chose qui, historiquement, effectivement, qu'on retrouve avant et qui est allé ensuite dans la RSE. L'autre chose que je voulais préciser, c'est que sur la notion de l'impact, c'est vrai que de plus en plus, parce que comme tu le dis, on commence à être un peu obligé par l'urgence de la transition climatique, de la transition écologique et sociale, etc. Et que pour faire quelque chose, le meilleur moyen pour faire quelque chose et faire avancer un projet, c'est de savoir ce qu'il faut qu'on fasse. Et pour savoir ce qu'il faut qu'on fasse, il faut mesurer les indicateurs qui disent que le climat, il y a un problème, que la biodiversité, il y a un problème, que le recrutement, il y a un problème, que la formation, il y a un problème, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est assez pragmatique, mais quand on veut agir sur quelque chose, il faut savoir de quoi on parle, donc il faut savoir le mesurer. Chez Aviva France, donc on est aujourd'hui dans un grand groupe, parce qu'on est de fait, je crois, 15 à 20 000 personnes maintenant dans le groupe, mais notre entreprise à nous, c'est 4 000 personnes, un peu plus. On est donc une ETI, on est une entreprise de taille intermédiaire, on n'est pas non plus une grosse entreprise du CAC 40, mais on n'est pas non plus une PME. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des moyens que n'ont pas des PME, mais on n'a pas la lourdeur d'une grosse boîte. Et ça, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, l'évolution de la gouvernance sur la RSE et sur l'impact montre que justement, quand on est un peu dans l'intermédiaire comme ça, qu'on soit petit, entre guillemets, dans une TPE-PME ou dans une boîte intermédiaire, on peut vraiment faire bouger les choses. Ce qui est beaucoup plus complexe dans une grosse boîte. Ce qui est important, c'est de dire que la RSE, on l'a un peu dit, la RSE, en gros, c'est de l'interne. C'est-à-dire que c'est la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise ou la responsabilité sociétale de l'entreprise. Mais en gros, c'est la manière dont on fait notre business, dont on s'occupe de nos collaborateurs,
dont on gère nos externalités par rapport à l'environnement, etc., c'est vraiment de l'interne. L'impact, c'est la manière dont on fait nos trucs en interne et les conséquences que ça va avoir sur nos parties prenantes, sur l'environnement, etc., etc. Donc ça, c'est une notion importante. C'est la RSE qui va travailler sur l'impact, mais c'est pas parce qu'on n'a pas de RSE dans sa boîte, qu'on n'a pas de responsable RSE, qu'on ne peut pas faire de l'impact. La direction RSE d'une entreprise ou le service développement durable comme le mien, on n'invente rien. Voire même notre objectif, c'est de disparaître. Alors c'est un peu exagéré de dire ça, mais on n'invente rien. C'est ce qu'on dit au quotidien à toutes les directions métiers de l'entreprise. On leur dit, on ne vient pas vous apprendre à faire votre travail. On vient juste vous présenter une manière, une lunette, une façon de voir les choses que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant, ou peut-être que vous aviez, mais vous ne saviez pas que c'était du développement durable. Donc ça, c'est super important déjà de savoir que c'est un peu comme Monsieur Jourdain dans je ne sais plus quelle pièce de Molière, il fait de la prose sans le savoir. La RSE, vous en faites tous sans le savoir. Ensuite, la gouvernance, quand le développement durable est arrivé chez Aviva, c'était il y a une petite dizaine d'années, je vais me casser la figure. C'est rentré par le mécénat, parce que c'est un peu comme ça que les entreprises sont aussi rentrées dans la RSE. Et au début, on était à la direction de la communication. La direction de la communication, de la marque. On était même avec les RH, parce que les Anglais étaient organisés comme ça, ils appelaient ça la People Function. Et aujourd'hui, depuis 1 an et demi, on est au secrétariat général. Secrétariat général qui dépend de la direction générale. Donc on est directement relié à la direction générale et ça change tout. Ça a changé tout pour nous au début d'être à la direction de la communication parce que quand on avait besoin de mettre en avant nos projets en interne comme en externe, on n'avait pas besoin d'aller bégayer, d'aller mendier à nos collègues de la communication pour avoir des choses. C'était nos collègues. Ceux qui n'ont pas vécu cette différence de gouvernance ont eu du mal, eux, à le faire. Et le fait d'être aujourd'hui à la direction générale montre bien que le sujet de la RSE et des impacts négatifs ou positifs est au cœur de la transformation et de la stratégie business de l'entreprise. Est-ce qu'en termes de projets, d'exemples, il y a déjà eu des transformations concrètes dont tu pourrais nous parler pour Aviva dans cette logique de déployer de l'impact ou, à défaut qu'il soit passé, peut-être de futurs projets? Alors, il y a énormément de projets, donc il faut que je fasse un choix. Dans les projets qui sont notables aujourd'hui, il y a un acronyme que les entreprises de plus de 250 personnes, qui ne sont pas forcément les plus nombreuses aujourd'hui, connaissent, qui s'appelle la DPEF. C'est l'ancien rapport RSE, ça s'appelle la déclaration de performance extra-financière. C'est un document qui a l'air de rien, mais qui est un truc énorme, qui change la face de la RSE et de la façon de faire de la RSE, donc la façon de considérer l'impact derrière. Cette déclaration de performance extra-financière, en fait, elle est associée légalement, réglementairement au rapport financier annuel de l'entreprise. C'est une obligation pour les entreprises de plus de 250 salariés, je crois. Et en gros, c'est la liste des risques non financiers, des risques ESG, environnement, social et gouvernance, d'une entreprise. Et ça répond à la question et aux besoins dont parlait Noël tout à l'heure, à savoir qu'aujourd'hui, on ne regarde plus que le bilan financier d'une entreprise. On regarde le bilan extra-financier, c'est-à-dire les conséquences économiques que vous pouvez avoir en termes d'impact. Bon, c'est important si vous en avez des positives, mais les conséquences en termes d'ESG, environnement, social, gouvernance, en termes d'extra-financier, ça, c'est super important. Et aujourd'hui, on est obligé de le faire, et donc ça change complètement la gouvernance globale de l'entreprise. Ça, c'est une des premiers changements qui a été, et c'est pas courant, impulsé par la réglementation publique, qui en général est un peu en retard parce que c'est une grosse machine. Là, aujourd'hui, ils étaient vraiment au bon moment. Sinon, je vais citer un projet, je vais en citer 3, mais très rapidement. Rapide quand même. Le premier projet, c'est le zéro plastique. On est passé le 1er janvier 2020, juste avant le premier confinement, au zéro plastique jetable dans toute la boîte. Magali, qui est dans mon équipe, elle a travaillé pendant 6 mois avec les achats, avec Sodexo qui s'occupe de notre restauration et du ménage, avec plein de gens dans l'entreprise pour éliminer tout le plastique jetable de l'entreprise. Les touillettes, les gobelets, les bouteilles en plastique dans les distributeurs, les bouteilles en plastique au restaurant, etc., j'en passe et des meilleurs. Ça a été compliqué, les gens trouvaient ça génial. Le jour où ils n'ont plus eu de gobelets et de bouteilles en plastique, là, ils ont trouvé ça moins génial.
Après, c'est de la culturation, on travaille et tous les jours, on fait de la pédagogie. Deuxième exemple, super rapide, on a mis en place un congé parentalité pour le deuxième parent, il y a 3 ans déjà. Ça concerne plus de 90% des personnes éligibles. Ça veut dire que vous êtes le papa ou la maman d'un couple de femmes ou un parent adoptant, ou etc. Vous avez 10 semaines de congé paternité-parentalité, en plus du congé maternité de votre épouse, si vous avez une épouse, ou de votre compagne ou compagnon, si c'est un autre cas. Je rappelle que le congé maternité pour 1 ou 2 enfants, c'est 16 semaines. Donc ça contribue notamment à l'égalité homme-femme, mais ça contribue aussi à changer le regard sur le travail des femmes et les absences. Et le troisième exemple, et après j'arrête, c'est les aidants. Les aidants, on a mis en place un congé, on n'est pas les seuls à faire ça. On donne des jours de congé pour les aidants et on met à disposition une application qui s'appelle Prevencare, qui permet de faire un diagnostic avec les personnes qui ont besoin d'être aidées par rapport à leurs parents. J'en fais partie depuis quelques jours et c'est vrai que ça change tout. Alors, ils ne vous offrent rien, ils vous disent, voilà, vous avez besoin de ça, ils font le diagnostic et ensuite, ils vous emmènent vers quelque chose. Alors, 4e exemple, mais du coup très très vite. Un type d'exemple, c'est les marketplaces digitales, des marques qui vendent en ligne, qui aujourd'hui utilisent des plateformes comme Place2Swap pour créer des marchés secondaires du seconde main en interne. Donc, au lieu qu'il y ait un consommateur qui vienne acheter un produit neuf pour ensuite le jeter, un consommateur va revendre sur les sites des marques directement leurs produits, trouver un acheteur, et la marque va se rémunérer sur la marge perçue entre le vendeur et l'acheteur. Donc on change le modèle, et un chiffre très précis, le marché de la seconde main augmente 24 fois plus vite que le marché du neuf dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc les marques le font en s'alliant à des startups, à des technologies, et ça va permettre d'aller très vite et de se transformer sans forcément tout changer en interne. Et donc, le faites pas tout seul, si jamais vous êtes dans une ETI ou un grand groupe, on est dans l'âge d'or des green tech. Il faut que vous basiez sur des centaines de startups qui sortent tous les mois, toutes les années, pour vous allier avec elles et vous en servir pour transformer votre modèle. Et toujours faire les choses en collectif, parce que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est un truc con qu'on répète tout le temps, mais c'est très vrai. Donc il faut s'appuyer sur toutes les green tech et toutes les startups dont tu viens de parler. Il faut aussi, et ça rejoint ce que tu viens de dire, nous, on travaille avec toutes les directions dans l'entreprise, mais on a travaillé beaucoup cette dernière année avec les achats. On a fait une charte des achats responsables. Il y a déjà côté achat des choses qui sont faites pour sélectionner les fournisseurs en fonction, les prestataires en fonction d'une grille, etc., etc. Nous, on a fait une charte des achats responsables qui consiste à dire, nous, en tant que la Fabrique Aviva concours, où on donne 1 million d'euros par an à des entreprises ou des associations qu'on a un impact positif, ou en tant qu'investisseur, où on investit dans des fonds d'impact investing de l'argent dans des startups comme les vôtres qui sont en levée de fonds, en seed ou en deuxième levée de fonds, etc. On travaille avec ces boîtes-là, et ces boîtes-là, on aimerait bien qu'elles soient nos prestataires et nos fournisseurs. Quand on va commander des gourdes, on investit chez Castalli, on aimerait bien que ce soit des gourdes Castalli. Quand on investit, quand on va chercher un autre produit responsable, on aimerait bien que ce soit chez DreamAct, parce qu'on a investi chez DreamAct. Si on fait des formations au numérique, on aimerait bien que ce soit Simplon, parce qu'on investit dans Simplon, etc., etc. Donc les achats, si vous n'avez pas le début d'un commencement d'une politique RSE et que ça vous semble un petit peu un Everest, les achats sont un bon moyen de commencer à rapprocher d'un écosystème et d'aller travailler avec d'autres gens. Après, évidemment, on travaille ensemble dans l'entreprise. Il faut aussi travailler dans des endroits comme ça. Et puis avec des réseaux d'entrepreneurs, Impact France, Réseau Entreprendre, etc., etc. Merci beaucoup. Des pistes intéressantes pour mettre en place sa propre politique RSE et renforcer sa démarche en faveur de l'impact. Est-ce que pour notre audience, qui peut être chef d'entreprise comme employé, vous auriez des recommandations sur les premières étapes? Concrètement, la sensibilité est là. Je pense qu'en termes de contenu, effectivement, ça foisonne. Quand on arrive le lundi, ou en l'occurrence demain vendredi, derrière son bureau et qu'on veut avancer sur ce sujet-là, par quoi on peut commencer? Alors, il n'y a pas une seule réponse, parce que quand on fait la RSE, à la limite, on est sur l'ISO 26000, on a tous les mêmes critères. Quand on fait de l'impact, ça dépend vraiment du secteur d'activité. Les critères d'impact dans la banque n'ont absolument rien à voir avec le textile. Assurance. Je te pointais pas forcément, mais banque, assurance, tu vas montrer du doigt. le textile, les cosmétiques, même le digital, à chaque fois, ce sont des critères très spécifiques. Et aujourd'hui, c'est un métier d'expert, c'est un métier compliqué.
Mais on a la chance de vivre à une époque où il y a des études qui sortent, des bureaux d'études qui vont diffuser en quelque sorte des études d'impact dont on peut se servir. Et il y a également plein de startups qui se lancent en tant que startup à impact sur lesquelles on va pouvoir peut-être pas les copier, mais en tout cas s'en inspirer pour transformer son modèle. Donc le but, notre première étape, c'est de comprendre quels sont mes enjeux d'impact. C'est ça qui est un petit peu compliqué, mais encore une fois, il y a la connaissance qui existe en ligne chez vos concurrents. Allez vous en servir. Il faut identifier quels sont les critères, il faut prioriser ces enjeux, parce qu'il y en a des enjeux qui vont être très matériels, très forts, et les enjeux RSE qu'il faut quand même piloter, qui vont être en bas de la liste. Et un petit conseil sur la manière de présenter ou piloter ces critères d'impact, c'est qu'il faut les piloter de la même manière qu'on les communique. Et pour ça, il y a 2 règles d'or. Parce que quand on en a parlé beaucoup des avantages de l'impact en termes de marque employeur pour attirer talent, pour attirer des investisseurs, mais il y a 2 pièges qu'il faut éviter pour éviter de faire du greenwashing ou que ça soit perçu comme du greenwashing. Le premier, c'est qu'il faut toujours montrer tout ce que je fais et pas simplement ce que je fais de bien. Donc cette grille de matérialité avec tous mes indicateurs, avec là où je suis très bon et là où je ne suis pas bon, il faut tout dévoiler. Parce que je vais être transparent dans ma communication auprès du grand public, auprès de mes salariés, auprès des investisseurs. Et donc il y aura une confiance. Pas simplement montrer ce que je fais de bien en masquant le reste. Et ça, on y gagne à être transparent plutôt qu'à essayer de tricher en ne montrant que quelques critères. Le deuxième règle, qui est là un peu oubliée par beaucoup d'entreprises, c'est qu'il ne faut pas piloter ou communiquer des impacts en absolu. Ça ne veut absolument rien dire. Il faut toujours piloter et communiquer des impacts relatifs, part de ma gamme, part de mes salariés, part de mes adresses. Un exemple, greenwashing, alors c'est pas un cas précis, ils l'ont pas fait, hein, mais si Uber demain nous disait j'ai 1 million de véhicules électriques sur la route et grâce à ce million de véhicules électriques, j'ai économisé ou évité 1 million de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Très bien, mais c'est quoi ce million de véhicules sur la route? C'est 0,1% de la flotte. Donc en relatif, c'est ridicule, en absolu, c'est énorme. Et si on est un consommateur, on est un salarié, où on veut piloter ces enjeux-là, qu'est-ce qui compte? C'est la part de ma flotte. Donc si on veut comparer Uber avec Marcel Cab, qui a que quelques centaines de véhicules électriques sur la route, mais ça représente 50% de la flotte, on se rend compte qu'au final, il vaut mieux investir, aller faire une course en VTC ou aller travailler chez Marcel. Donc toujours parler en relatif et pas en absolu. Sinon, c'est du greenwashing et vous allez être challengé sur ça. Et puis, il y a les outils comme Zei aussi. Mais ça va mieux quand c'est moi qui le dis. Même si on est en pilote et qu'on ne l'a pas encore utilisé et qu'on pourra dire après si effectivement c'est un outil qui nous est utile. Et je précise que c'est un pilote pour nos agents généraux qui sont donc des entrepreneurs comme vous peut-être et qui ont entre 1 et 4, 5, 6, 10 salariés. Je précise quand même que je ne savais pas jusqu'à maintenant que c'était bon. Donc, ah bah écoute, bonne nouvelle. Alors ma collaboratrice qui s'occupe du sujet est pas loin, j'espère que je dis pas une bêtise, mais a priori je pense que pour le pilote au moins c'est bon. Félicitations. Et c'est une bonne chose. Un mariage en direct. Alors c'est ça, c'est l'avantage d'être en direct. Les achats vont me tomber dessus si c'est pas vrai, mais c'est pas grave. C'est la parole donnée qui compte. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, la communication c'est hyper important. D'abord, il faut communiquer sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a envie de faire en interne, ça c'est toujours important. Embarquer les gens, même si ce n'est pas des gens avec qui vous allez travailler directement sur le sujet, il faut les informer. Pourquoi? Parce que la RSE et l'impact, c'est quand même des choses qui nous touchent un petit peu personnellement. Ce n'est pas que des choses techniques, c'est des choses qui ont rapport avec des sujets comme l'impact social, l'impact écologique, l'impact sur la biodiversité, l'impact, etc. Et ça résonne différemment chez vous. Il y a des gens qui vont trouver ça génial et passionnant, et il y en a d'autres, ça va leur faire peur, parce que ça va leur refléter des choses qu'ils ne font pas chez eux, en termes de consommation, etc. Donc il faut communiquer. Je te rejoins évidemment sur le fait qu'il faut communiquer, non pas sur le stock, comme on dit, mais sur le flux. On s'en fiche de savoir qu'aujourd'hui on est à 2. L'essentiel, c'est de dire qu'on veut être à 10 dans un an, à 50 dans 2 ans et à 100 dans 10 ans. C'est ça qui est important. Donc il faut surtout, et ça c'est dans les plus grosses boîtes, c'est super difficile de faire passer le message, mais on se bat quand même. Moi, pour les dernières secondes, je voudrais dire ce qui est très important, c'est de faire passer le message à tous les gens avec qui vous bossez, votre banque, le tribunal de commerce ou les organisations quand vous créez une boîte ou que vous rachetez une boîte. Il faut leur parler des critères extra-financiers. Quand vous faites un business plan, que vous passez devant un investisseur potentiel comme Aviva ou comme d'autres,
vous parler de vos critères extra-financiers parce qu'il n'y a pas que le financier qui compte. Et il faut en parler aussi aux acteurs qui n'ont pas l'habitude d'en entendre parler, c'est hyper important. Et la dernière chose, c'est où sont les femmes? Il y a vachement trop de mecs ici. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait moins de mecs, ça veut juste dire qu'il faut embaucher des femmes, il faut dire aux femmes qu'elles sont capables de créer des boîtes. Moi je l'ai fait mais pas toute seule. Voilà, c'est tout. Et bravo et continuez comme ça et merci Noël. Merci à toi. Merci beaucoup, bonne journée à tous.